Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un update, donc il sera un petit peu plus long que les autres parce que j'ai ajouté 2 livres supplémentaires, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'update que j'ai une grosse collection à filmer sur YouTube, donc voilà, je rattrape un petit peu mon retard et on va commencer tout de suite. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du Lac des Cygnes de Alice Sola. Il me semble que ça se prononce Sola et non Zola, je ne sais pas du tout à vrai dire. Alors déjà je voudrais qu'on s'attarde sur la magnifique couverture de ce livre, je le trouve absolument divin, magnifique et tout ce que vous voulez. Vraiment un super travail graphique, vraiment c'est super joli. Donc c'est une histoire qui est plutôt très fidèle à celle que je connais, donc c'était très appréciable parce que ça m'a fait replonger dans vraiment beaucoup de souvenirs. Donc on va suivre Siegfried, je sais pas comment ça se prononce, Siegfried, qui est un prince du coup, sa mère veut absolument le marier parce qu'il doit être il doit devenir roi, sauf que lui, c'est pas du tout son délire. Pour l'instant, il en a rien à foutre. Jusqu'à ce qu'il rencontre Odette. Voilà, Odette qui est victime d'un maléfice, d'une transformation. Et c'est tout de suite le coup de foudre en fait. Alors, je m'attardais un petit peu sur les personnages. Siegfried, c'est un personnage que je dirais très amoureux, très très amoureux, fou d'amour même je dirais. Et de l'autre côté on a Odette qui est un personnage que j'ai un petit peu plus apprécié parce que je trouve qu'elle est réfléchie, c'est-à-dire qu'elle est également très amoureuse mais elle a aussi ce côté protectrice qui passe avant tout et ça c'est super appréciable parce que c'est adorable en fait. C'est très mignon qu'elle pense davantage au destin de celui qu'elle aime plutôt qu'au sien. On a aussi 2 personnages qui sont les grands méchants de l'histoire que j'ai vraiment appréciés. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien travaillés. J'ai rarement vu des méchants qui me foutaient littéralement mal à l'aise et dans lesquels c'était malsain. Là, c'était vraiment très malsain. Donc ça, c'est vraiment très bien fait, très bien écrit, très bien travaillé. L'un des reproches que je peux dire, c'est que à part ces personnages principaux, il y en avait quelques autres qui étaient à mon goût trop nombreux et leur rôle n'était pas forcément très clair, donc je me perdais assez régulièrement. Mais sinon j'ai vraiment apprécié surtout quand l'histoire était centrée sur la malédiction d'Odette. J'ai trouvé que c'était très bien travaillé, que c'était hyper intéressant, bien approfondi, il y avait plein de détails, donc c'était vachement cool. C'était aussi très sombre comme atmosphère vraiment, donc vraiment j'ai bien apprécié. Et je voudrais aussi m'attarder sur la plume de l'autrice qui est absolument fabuleuse. C'est délicat, c'est élégant. Oui, une plume peut être élégante. c'est doux, enfin je sais pas. C'est le genre de plume hyper agréable en fait, mais qui est difficilement descriptible en fait, pardon. Parce que, enfin je sais pas, il y a vraiment beaucoup de beauté dans sa plume, c'était poétique mais pas trop, juste ce qu'il faut. Donc c'était vraiment très plaisant de la lire. Et du coup la conclusion que je ferai de cette lecture c'est que j'ai passé un très bon moment. Vraiment je suis ravie de cette lecture parce que le Lac des Cygnes de très loin fait partie de mon enfance et bah du coup c'était un plaisir de le retrouver en tant qu'adulte. Donc je suis juste très contente, ça m'a replongée en enfance sous un aspect vraiment beaucoup plus sombre. Et à la fin du récit, vous avez la version originale, entre guillemets, le vrai conte, donc c'est aussi très intéressant. Donc voilà, si vous êtes intrigué par ce conte, bah, je vous le recommande parce qu'en plus de ça, je n'ai jamais vu aucun autre ouvrage traiter du Lac des Cygnes. Enfin, je veux dire, à part un album en roman, c'est le seul que je connais en fait. Donc nickel. Il y a quelques temps, j'ai lu Histoire de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits de Martha Breen et Jenny Jordal. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques mois. En tout cas, j'en ai de très bons souvenirs. Déjà, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur les illustrations qui sont magnifiques. C'est très simple je trouve, mais j'aime beaucoup ce côté noir et une seule couleur. Je trouve que c'est très classe. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ça donne un charme. Donc ce que j'attendais de ce livre-là, et comme le titre l'indique, on va parler de tous les combats et de toutes les victoires des femmes depuis 150 ans, donc c'est-à-dire des différentes époques. Voilà, donc ça parle vraiment de tous les thèmes, hein, ça parle du droit de vote, de la contraception, de l'homosexualité, c'est très vaste comme
beaucoup de livres féministes. En vérité, j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que je l'ai bien apprécié, mais bon, il est pas petit, mais j'en ai pas grand chose à vous dire à part qu'il est très bien fait, il est très intéressant, il y a vraiment une page qui m'a marquée. En fait, vous avez une double page, je vais pas tout vous spoiler, mais vous avez une double page avec l'avancée des pays sur tel thème, et c'était très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que bah on est encore loin, c'est encore loin d'être parfait quoi. Et dans ce livre-là, les autrices nous présentent aussi certaines grandes figures du féminisme, donc c'est super sympa. Enfin, je sais pas, c'est très bien fait, c'est agréable visuellement et au niveau du texte, il a un bon déroulement, on voit le fil des époques défiler. Enfin, moi j'avais vraiment bien apprécié, donc je lui ai mis un 8 sur 10. J'ai lu le 3e tome de Phobos de Victor Dixon, donc c'est une grosse pavasse, un peu jaunie. Alors, je vais faire un bref rappel sur ce que j'ai pensé des tomes précédents. Pour les 2 tomes précédents, je trouvais vraiment que les personnages n'avaient pas de personnalité, donc j'avais aucune accroche, je trouvais qu'il y avait rien au niveau des personnages. L'histoire était géniale, mais au niveau des personnages, ce n'était pas ça du tout. Bah, sachez que dans ce tome-ci, je suis vraiment très surprise du travail et de la qualité de l'ouvrage. Vraiment, il y a eu un sacré bond en avant au niveau des personnages. Je ne dirais pas que je les aime de tout mon cœur, mais il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de secrets, beaucoup de choses inattendues qu'ont fait ou qu'ont dit les personnages. Donc ça c'est un très bon point. Là je les ai trouvés intéressants. Là ils mettaient quelque chose en scène dans l'histoire et ça c'était super intéressant. Léonore, le personnage principal que je trouvais très fade, et bah là franchement j'ai été assez étonnée parce que l'auteur a fait ce que j'attendais qu'il lui donne des sentiments forts, pas juste de la colère, de la tristesse ou de la détermination, je voulais quelque chose en plus, et là j'ai pu l'avoir dans des moments de faiblesse, dans des moments de peur, dans des moments de crise, de folie, et ça j'ai apprécié parce que à mes yeux ça l'a rendue plus humaine. Donc voilà, c'est un tome avec énormément de rebondissements. Franchement, c'est marrant parce que c'est crescendo les tomes, il y a de plus en plus de rebondissements, donc j'imagine même pas ce qui va se passer dans le 4e. Mais là vraiment j'ai été bluffée par tant de révélations, de feux d'artifice quoi. C'était vraiment... Victor Dixon il nous a fait tiens prends ça, puis prends ça, puis prends ça, et prends ça aussi. Voilà, donc c'était hyper dynamique, hyper attractif. Très honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à le lire et j'en avais un petit peu marre. Pas parce que c'était nul, mais parce qu'il est gros et j'aime bien lire vite et changer rapidement d'univers. C'est ce dont j'ai besoin. Donc j'ai un petit peu traînassé dessus, mais c'était pas du tout parce qu'il était nul, c'était juste parce que ça faisait un moment que j'étais dessus. Donc comme dans les autres tomes, on a plusieurs points de vue. Alors vraiment tout ce qui était au niveau de Serena McBee et des pionniers, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En revanche, ce qui était au niveau d'Andrew et je ne sais plus comment elle s'appelle, Harmony, c'est pas du tout des passages qui m'intéressaient, donc concrètement je n'ai pas du tout aimé ces passages là. Mais bon, c'est plutôt très infime sur la qualité et la quantité du texte. Donc pour moi il vaut un 8 sur 10. Maintenant je vais vous présenter un livre, enfin plutôt un livre graphique, une bande dessinée, je sais pas, enfin, ce que vous voulez. Donc Trop vieux pour toi de Xavier Betaucourt et Yannick Marcha avec une magnifique étiquette que je ne peux pas retirer, je suis ravie, je trouve ça magnifique. Donc je vais vous montrer l'intérieur, si on voit quelque chose, je ne sais pas trop. Oups, hop. Voilà. Donc c'est l'histoire de Xavier qui décide de quitter sa femme, son travail, en fait de refaire sa vie complètement, et il rencontre une jeune femme qui s'appelle Léa, qui ne peut pas tomber enceinte, je sais plus trop pourquoi, et un beau jour, bon ça j'ai pas trop compris non plus pourquoi, bah, elle tombe enceinte et du coup Xavier qui a déjà un fils de 20 ans, il tombe un petit peu dénu, genre ah oups. Et du coup c'est super intéressant parce que c'est la première fois que je vois en littérature qu'on va suivre la personne qui refait sa vie. Généralement on suit le personnage qui est dans sa rupture, qui doit se reconstruire. Là non, on suit le personnage ou la personne qui refait sa vie. Et du coup c'était très intéressant parce qu'on pouvait voir les doutes de Xavier, vraiment des doutes plutôt très sévères, la peur,
enfin voilà, tout ce qu'on peut ressentir quand on va devenir parent. Là, c'était plutôt une question d'âge, le fait qu'il ait déjà fait sa vie, le fait qu'il ait un certain âge, enfin voilà, c'était plutôt à propos de ça. Donc j'ai bien apprécié ma lecture, j'ai trouvé que c'était intéressant. Maintenant, c'est pas un livre dont je vais me rappeler éternellement. C'était une bonne lecture sur le coup. Voilà, ça a changé de mes lectures habituelles, mais bon, c'était pas non plus l'extase, voilà. Donc je lui ai mis un 6 sur 10. Le roman que je vais vous présenter, je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler parce que je ne sais pas du tout comment le résumer. C'était une lecture très complexe, il s'agit de Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Je vais vraiment galérer parce que j'ai trouvé que c'était un récit très complexe avec trop de choses en fait, trop d'informations, trop de... enfin comment dire, trop de changements. C'est ça que je veux dire. Donc on suit plusieurs personnages dans plusieurs époques. Et tout au long de la lecture, en fait, on refait des bonds dans le passé, après on revient dans le présent et dans le futur et machin. Et c'est là où c'est très complexe et où il faut rester attentif parce que sinon on s'y perd complètement. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Dear Pumpkin, donc Margot. Et on est toutes les deux d'accord sur le fait que c'était vraiment très complexe. Déjà il y avait trop de personnages pour moi, donc je me perdais complètement, les rôles sont bien définis, mais il y avait trop de personnages, vraiment beaucoup trop, vu qu'il y a plusieurs époques, c'était pas simple. À chaque fois que je retournais dans ma lecture, je me disais mais c'est qui lui déjà, je m'en rappelle plus, et bah, c'est pas simple du coup. C'est un livre qui, je trouve, enfin si on creuse vraiment, moi ça m'a rappelé vraiment notre société d'aujourd'hui, parce que ça parle de manifestations, de... Enfin, en fait, j'ai surtout retenu la manifestation qui m'a fait penser au jour d'aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était pas un texte très clair. C'était très difficile à comprendre. Enfin voilà, encore quand je leur dis, mais fallait vraiment être concentré. Et il y avait des longueurs, voilà. Donc il y a des chapitres que j'ai vraiment appréciés, qui étaient très dynamiques, et d'autres qui étaient beaucoup plus longs. Donc un petit peu mitigée à ce niveau-là. Et sinon, je suis encore contente, mais un petit peu frustrée quand même, parce que la plume était absolument géniale. La plume de Vincent Villeminot est très intéressante, il y a plein de détails, c'est super bien écrit, mais le récit en lui-même ne m'a pas convaincue du tout. Pour vous dire, à chaque fois que je parle de ce bouquin, j'arrive pas à le résumer en fait, parce que bah, c'était d'une complexité incroyable que je ne sais pas comment le résumer. Voilà, donc je lui ai mis un 6 sur 10. On repasse à une bande dessinée, il s'agit de La Mort Vivante de Vatine et Varanda, donc c'est une bande dessinée que j'ai découverte par hasard sur Rakuten. Je me suis dit que ça avait l'air sympa et que ça changeait de ce que j'avais l'habitude de lire, ce qui est complètement le cas. Je vous montre un petit peu l'intérieur, c'est... Bah, je pensais que ça ressemblerait un petit peu à la couverture, mais en fait pas du tout. Donc bon... Voilà, c'est dans ce style-là, c'est plein de traits, je pense qu'on voit pas du tout, mais il y a plein de traits partout, genre sur les visages, il y a plein de traits... Voilà. Ça ne veut rien dire. Donc on va suivre un biologiste qui doit se rendre dans une demeure, et en fait il se trouve qu'il est retenu contre son gré par la propriétaire en fait qui veut qu'elle... non. Elle veut qu'il clone sa fille qui est décédée. Donc déjà c'est hyper glauque. Ensuite je suis un petit peu déçue parce qu'il est quand même très très court. Donc les personnages sont pas du tout développés. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait du beau travail à faire dedans. L'univers est très sombre et l'univers est très scientifique. Hein, biologie, c'est scientifique forcément, puis on parle de clonage, donc il y avait du vocabulaire adapté, mais franchement il n'y avait rien de compliqué, enfin c'était agréable en fait d'être dans cet univers médical mais sans complexité. Donc j'ai bien apprécié ma lecture, mais je suis vraiment triste de... que l'histoire soit si courte en fait, parce que les personnages sont pas développés, l'histoire est pas assez développée alors qu'il y avait des trucs incroyables à faire, et surtout la fin était beaucoup trop rapide. Pour moi en fait c'était une fin un peu bâclée en fait. C'est genre bon bah vite il nous reste que 2 pages à faire, faut vite qu'on fasse une fin. C'est comme ça que je l'ai ressenti et du coup ça m'a un peu coupé quoi. Parce que l'histoire est très bien, vraiment il y a un bon thème, il y a un bon truc quoi. Il y avait vraiment de quoi faire quelque chose de bien mieux. Mais bon, c'est comme ça, et du coup je lui ai mis un 6 sur 10. On enchaîne avec le dernier roman, il s'agit de Le choix de revivre de Claire McIntosh. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Alors déjà, j'avais lu le résumé 4 mois avant de le recevoir, ce livre. Je me suis dit que ça avait l'air très cool, voilà, ça parle d'hôpital et tout ça.
Mais je m'attendais pas à ce que l'hôpital soit aussi présent. Donc je vous raconte un petit peu, en fait on va suivre un couple dont l'enfant a une maladie très grave et du coup ils sont... leur deuxième maison c'est l'hôpital quoi en fait. Et dans mes souvenirs, le résumé parlait pas autant d'hôpital. Enfin, je pensais que ça allait être... On allait être dans l'univers médical, mais pas autant. Je pensais que ça allait être un petit peu plus doux. Alors qu'on est vraiment plongé dans l'hôpital et ça m'a un peu déroutée, quoi. Je m'attendais pas trop à ça. Voilà, on suit 3 points de vue, dont une, je vais pas m'attarder dessus parce que je trouve que c'est un personnage qui n'a pas vraiment grand intérêt. Et on suit du coup le point de vue de Pipe. Je sais pas si ça se dit comme ça, Pipe, donc la maman et Max le papa. Donc c'est super intéressant parce que on a vraiment leurs 2 points de vue et en fait l'objectif entre guillemets de ce livre est de montrer que ils ont des avis très divergents et que du coup le choix qu'ils vont devoir faire par rapport à la vie de leur fils, qui est très important comme choix, en fait ne va pas seulement va causer beaucoup plus de dégâts que prévu. Donc c'était intéressant parce que dans le choix très difficile qu'ils ont fait, on peut voir petit à petit ce couple se détruire, s'effondrer, et c'est intéressant parce qu'on le voit pas forcément, on n'y pense pas forcément, mais quand il y a des maladies graves, certaines familles s'effondrent complètement, donc ça peut montrer une certaine réalité en fait. J'attendais quand même un petit peu plus d'émotion, alors j'en ai eu très honnêtement à certains passages quand je voyais ce couple s'effondrer, s'émietter, mais au-delà de ça, j'ai pas ressenti grand chose, voilà. Donc en fait, je pense que c'était juste pas... Je suis pas le bon public pour ce livre, en fait. Moi, j'aime bien le médical, ok, mais pas être vraiment immergé dedans quand ça fait tout le livre, en fait. Et du coup, ouais, je pense juste que j'étais pas le bon public parce que c'est un bon livre. Il y a plein de personnes qui vont apprécier, c'est juste que moi, ça ne m'a pas vraiment convaincue. Donc je lui ai mis un 5 sur 10. On finit avec le dernier livre que j'ai à vous présenter. Donc il s'agit de Une histoire du sexe de Philippe Breno et Laetitia Corinne. Donc tout est dans le titre, hein, c'est pas du tout un ouvrage érotique, hein, c'est vraiment l'histoire du sexe depuis l'Antiquité, tout ça. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, c'est pareil, en fait les époques elles sont par couleur. J'aime bien les livres comme ça où c'est par couleur, je trouve ça agréable à regarder. Alors, déjà petit reproche, c'est que l'écriture, vous savez, enfin pas les dialogues dans les bulles, les explications en fait, c'est écrit tout petit, c'est pas du tout agréable à lire très honnêtement. Donc ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce livre, c'est bien sûr les périodes, puisqu'on voit depuis la préhistoire il me semble, l'Antiquité, l'Égypte, la Grèce, le Moyen-Âge, la Renaissance et tout ça, on voit l'évolution de la sexualité. Et aussi, on a beaucoup de sujets très variés, donc vraiment des sujets qui datent d'il y a un moment, par exemple la sexualité à l'église. Qu'est-ce que l'église pense de la sexualité, donc le plaisir féminin, le mariage avec ou sans sentiment, enfin vraiment plein de thèmes très variés et c'était super cool de se mettre dans des sujets qui ont beaucoup fait parler autrefois. Alors, j'ai trouvé les premiers chapitres, entre guillemets les premières périodes vraiment très longues. J'ai eu beaucoup de mal et arrivé à une certaine partie, en fait plus on s'approchait du 20-21e siècle et plus j'appréciais, plus je m'approchais de cette période-là et plus je trouvais ça dynamique. Mais alors les premiers chapitres, les premières époques, c'était vraiment très long. En fait j'ai trouvé ça très long parce que c'est un avis personnel, mais pour moi tout ce qui est Égypte et tout ça, ça relève littéralement du mythe en fait. Donc moi je veux de la réalité, je veux du concret, j'ai pas envie d'avoir des mythes. Enfin bref, c'était quand même intéressant, mais bon, pas mon truc. Sinon, globalement, j'ai trouvé que c'était très bien travaillé. C'est très intéressant d'avoir, de développer la sexualité sur différentes périodes. C'est super intéressant. C'est bien recherché, c'est intéressant. Après, c'est pas non plus un livre dont je vais me souvenir éternellement, pardon. Mais c'est quand même sympathique pour se renseigner, donc pour moi il vaut un 6 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous, salut!